Multi-21, c'est... Yeah, Multi-21. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Multi-21 pour un format qu'on n'a pas fait depuis très très longtemps, un débat qui était d'ailleurs le premier format de notre chaîne pour ceux qui étaient avec nous depuis le début, depuis jour 1, comme dirait Monsieur Attard. Et aujourd'hui avec moi un duo de choc, Monsieur Mesley, salut Pierre. Salut Clément. Et Monsieur Felizardo, salut Thomas. Salut Clément, salut à tous. Et alors aujourd'hui, messieurs, on va parler de McLaren, puisque McLaren a été au cœur des dramas de cette semaine, de cette première semaine d'août, première semaine du break estival. McLaren qui, pour ceux qui ne le savent pas, on va rappeler un petit peu, McLaren Racing, c'est l'entité de course de McLaren, mais qui est divisée en 5 sous-entités. Il y a McLaren F1, que tout le monde connaît, qui possède 2 voitures, comme c'est le règlement. Il y a Néon McLaren Formula E, qui arrivera l'an prochain en Formule E et qui va posséder aussi 2 voitures. Il y a Arrow McLaren SP, qui est la collaboration de McLaren avec Schmidt Peterson Motorsport en IndyCar et qui possède 2 voitures à plein temps, plus une troisième. Thomas en antenne nous parlait de Juan Pablo Montoya, on ne va pas en parler aujourd'hui, mais c'est lui qui l'avait pour l'Indy 500 bien évidemment. La quatrième entité, c'est Neom McLaren Extreme E, l'entité d'Extreme E, avec une voiture et un pilote masculin, une pilote féminine, et McLaren Customer Racing qui s'occupe de la compétition client GT3, GT4. Aujourd'hui, on va parler ni de l'Extreme E, ni du GT, on va se concentrer uniquement sur la monoplace, messieurs, puisque McLaren est actuellement en lien avec 12 pilotes pour 6 à 7 volants, et on va se demander comment est-ce qu'on en est arrivé là. Donc déjà, si vous me permettez, je propose qu'on regarde un petit peu ensemble les contrats des différents pilotes McLaren très rapidement, du plus simple au plus compliqué. Est-ce que ça vous va ? Oui, alors je pense qu'on va peut-être crever l'abcès tout de suite. On a 11 pilotes confirmés et un 12e qui n'est pas officiel mais qui est quasiment sûr vu le contexte, on est bien d'accord là-dessus. Voilà, c'est ça. C'est que le 12e pilote a un contrat un peu spécial avec McLaren, mais n'est pas pilote McLaren à proprement parler. Voilà, on en parlera à la fin. De toute façon, on va terminer par les Australiens. Spoiler alerte, les 2 derniers contrats seront ceux des Australiens. Donc si on reprend les contrats les plus simples, le premier c'est celui de Lando Norris qui a un contrat McLaren F1, l'intitulé est très important, qui court jusqu'à 2025. Ça c'est simple. Pat Howard a un contrat McLaren Arrow SP jusqu'en 2025, plus un contrat lui permettant l'essai de la McLaren MCL 35M de l'an dernier en F1 pour des essais privés. Alexander Rossi a signé un multi-year deal comme contrat avec Arrow McLaren SP, donc en IndyCar encore une fois. Ça, c'est des contrats très très simples. Okay, ensuite, on a les pilotes qui sont un peu de pilotes de réserve, pilotes Covid, on va dire. C'est le cas de Stoffel Van Dorn, qui était avant pilote McLaren F1, qui est pilote de réserve McLaren, comme il l'est aussi pour Aston Martin et Mercedes, qui est pilote McLaren EQ en Formule E, et Mercedes EQ, Mercedes qui deviendra l'an prochain McLaren, c'est là où ça devient intéressant, et qui, lui, aura un contrat avec DS Dragon en Formule E pour 2023. On a Nick De Vries qui est dans le même cas que son partenaire de Formule E, Stoffel Van Dorn. Donc il est réserve de McLaren, mais aussi d'Aston Martin, de Mercedes et de Williams en F1. Lui, il a un contrat aussi avec Mercedes EQ l'an prochain. Et il n'a pas de contrat pour 2023. Là, on va commencer à en parler des pilotes à l'avenir un peu flou dans le giron McLaren. Mais il négocie avec Toyota et Maserati. Donc c'est pas sûr qu'on le garde dans le giron. Il y a les pilotes d'essai propres à McLaren, comme Oliver Turway qui a un contrat test driver avec le McLaren F1 et qui est membre de NIO en Formule E, et Will Stevens qui a un contrat aussi test driver avec McLaren F1 et qui est membre de Jota Sport. Bon, jusqu'ici, c'est des contrats qui sont clairs, établis, on sait où on va. Maintenant, les contrats un peu plus flous. On a Colton Herta qui, certes, fait partie d'Andretti Autosport, mais qui a un contrat de development deal avec McLaren F1 qui lui permet l'essai de la McLaren de l'an dernier comme l'année Pat Howard dont on a parlé précédemment. Et on n'a pas trop les contours de ce contrat-là. Jusqu'à où ça va ce development deal ? Est-ce que c'est juste des essais ou est-ce que le but c'est de l'amener en F1 avec McLaren ? Ça, on va en reparler, mais c'est déjà le premier contrat flou. Oui, et d'ailleurs là-dessus, je rebondis, je me permets. Herta a essayé justement la McLaren au début du mois de juillet, je crois, à Portimao. Absolument, à Portimao. Pendant 2 jours complets. Et ensuite, il y a eu 2 autres jours qui étaient splittés en 4 pilotes de mémoire, dont on va parler juste après, je pense. Et je crois que Howard faisait les tests de jeunes pilotes l'année dernière à Abu Dhabi. Donc les 2 pilotes avec un contrat pas très différent qui leur permettent d'essayer la McLaren de 2021 en F1 ont pour l'instant utilisé leurs droits.
Absolument. Mais on ne sait pas où ça va, jusqu'à où vont ses Non, droits. tout à On sait fait. qu'il y Mais a en ce tout cas, contrat-là. c'est confirmé dans le sens où on a eu des preuves, ça a été fait, il y a eu des roulages, il y a eu de la com dessus, etc. Hmm. Tu fais bien de le préciser. Le pilote suivant, et c'est là qu'on arrive sur les contrats intéressants, Félix Rosenqvist qui a un contrat McLaren Racing, donc l'entité globale qui est au-dessus de tout. On ne sait pas où est-ce qu'il va piloter en 2023, mais il a un contrat pour l'année 2023 avec McLaren Racing. Bon, on sait quand même que pour Rosenquist, c'est entre la Formule E et l'IndyCar. Car, C'est à peu absolument. près sûr. Et il l'a dit encore il n'y a pas longtemps, je rebondis encore là-dessus, mais il a dit il n'y a pas longtemps, une victoire cette année en IndyCar ne changera pas mon avenir pour 2023. Donc on en Absolument. tire ce qu'on veut comme conclusion, mais en tout cas, voilà, il y a 2 séries possibles, c'est clairement pas un prospect F1. Le pilote suivant, donc, c'est Alex Palou, qui a été au cœur des imbroglios de juin avec Ganassi, puisque Ganassi clame qu'il a un contrat avec eux pour 2023. Lui clame qu'il a un contrat avec McLaren. Alors, on ne sait pas si c'est un contrat multi-year ou un contrat juste pour 2023, mais il a un contrat avec l'entité McLaren Racing. Donc, est-ce que c'est pour la F1 ? Est-ce que c'est pour l'IndyCar ? On va en reparler après de tout ça, bien évidemment, on va plonger plus dans le détail, mais lui aussi a un contrat lui permettant d'essayer la McLaren l'an dernier, comme Pato Howard et Colton Herta dont tu parlais précédemment. Et puis, pour finir, bien évidemment, les deux meilleurs. Donc déjà, Oscar Piastri, qui avait cette année un contrat de pilote de réserve, pilote Covid, avec McLaren F1, il y avait le même avec Alpine. Alpine a clamé qu'il avait un contrat avec eux pour la saison 2023. Or, lui a réfuté ça, a dit que ce n'était pas le cas. On sait que ses liens il a déjà des liens avec McLaren. La question qui se pose, c'est est-ce que son accord est plus important ? Est-ce qu'il a un accord de pilote titulaire pour 2023 ou 2024 ? Tout ça, on va reparler après. Mais c'est bien plus qu'un contrat de pilote de réserve, comme pour l'instant c'est annoncé. Et puis enfin, si on a parlé de 4 ou 5 pilotes pour être coéquipier de Lando Norris pour 2023, parlons de celui qui a le poste actuellement, Daniel Ricciardo, qui a un contrat à McLaren jusqu'à la fin de la saison 2022 et qui dispose d'une option supplémentaire qui est activable à sa guise. C'est à lui de l'activer s'il veut. Il faut qu'il l'active avant septembre. Alors ça n'a pas été précisé si c'est avant le 1er septembre ou avant le 30 septembre, mais en tout cas, lui a une possibilité d'activer une option pour 2023 et s'il l'active, théoriquement, McLaren ne peut pas la réfuter. Et jusqu'ici, son postulat à lui, il l'a dit plusieurs fois quand il y a eu beaucoup de rumeurs, en particulier on va reparler autour de Palou, lui compte rester en F1 en 2023 et compte exercer ce droit-là et ne veut absolument pas s'asseoir sur son baquet, enfin il veut s'asseoir dans son baquet mais pas sur son baquet pour l'année prochaine. Alors messieurs, je vous pose la question, on a donc 12 pilotes pour 6 ou 7 voitures, mais on va partir sur l'idée de 7 puisque toutes les rumeurs poussent à dire qu'il va y avoir 3 monoplaces McLaren en IndyCar. Je vais commencer par Pierre. À quoi joue Zak Brown actuellement ? Tout simplement, j'ai l'impression que Zak Brown, il essaye de remettre sur pied une espèce de McLaren Driver Academy qui, à un moment donné, était un petit peu peut-être à court, je pense. Sauf que c'est un jeu dangereux auquel se livre Brown. On sait que McLaren est revenu au niveau de l'IndyCar, donc ça, ok, ça permet de caser un petit peu. En F1, depuis l'année dernière, on a pu voir que ça allait dans le bon sens, même si là, pour 2022, on a l'impression qu'il y a quand même une légère rechute où les performances sont assez irrégulières. Alors, reprenez-moi si je me trompe, mais j'ai pas entendu parler d'un programme en endurance. Maintenant, on sait qu'ils vont reprendre la structure Mercedes en Formule E. Mais ça reste quand même assez compliqué. Après, tu l'as dit à juste titre. Est-ce que pour certains pilotes, on parle de contrat pour 2023 ou est-ce que pour d'autres, on parle sur du contrat qui démarrerait à partir de 2024 ? Pour l'endurance, il ne faut pas oublier quand même que Zak Brown est patron de United Autosport, qui a engagé beaucoup de voitures, dont Alonso une année, même 2 années peut-être, aux 24 heures de Daytona. Donc on peut avoir un deal entre McLaren et United, peut-être un rachat, peut-être un rebranding, peut-être plein de choses. Donc l'option WEC, même si elle n'est pas au centre des débats aujourd'hui, elle n'est pas forcément à exclure parce qu'il y a ce lien par Zak Brown. Et il y a un autre truc sur lequel je voulais rebondir, Pierre. Tu parles de effectivement refaire une Driver Academy chez McLaren. Mais est-ce que par définition, une Driver Academy, ce ne serait pas des jeunes pilotes et des prospects ? Aller chercher des équivalents de
de Piastri, de Douane, de Pourcher, éventuellement des Drogovic, ou même des pilotes beaucoup plus jeunes qu'on peut avoir en F3 ou en F4. Est-ce que faire une Driver Academy avec des pilotes qui sont aussi avancés dans leur carrière et qui, pour la plupart, n'ont pas besoin de McLaren pour trouver des volants, puisque globalement, ils étaient tous établis dans des institutions plutôt grosses, hein. On a parlé de Rota, on a parlé d'Andretti, etc. Est-ce que c'est vraiment la nature d'une Driver Academy? Bah, pour moi, la définition même d'une Driver Academy, tu l'as rappelé, c'est une structure comme par exemple Red Bull, Alpine, Mercedes, Ferrari, pour ne citer que, où à un moment donné, on prend en charge un pilote sur lequel on mise d'une certaine façon. On pense qu'il est capable de monter au niveau des différentes catégories, donc F4, F3, F2. Donc c'est une mise sur l'avenir. Le but étant, bien entendu, de le faire accéder à la Formule 1 à un moment donné. C'est un peu le but ultime. Bon, des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne un petit peu moins bien. Et ça, au niveau des exemples, je pense qu'on peut en citer. Des dizaines, ça, voilà. Rien qu'avec la filière Red Bull, on aurait des heures pour en parler. Voilà. Mais Red Bull, on sait où ils vont après finalement. Red Bull, on sait qu'il y a 2 sièges en F1 sur l'écurie AlphaTauri, anciennement Toro Rosso, et que pour les meilleurs pilotes de F2, il y a une possibilité de prendre un de ces 2 sièges. Là, on parlait de l'académie, ils ont un seul pilote dans leur académie qui est Hugo Kuchukwu, qui est un jeune américain de 15 ans. Donc on est très loin encore d'un pilote établi. Sinon, pour le reste, effectivement, c'est que des pilotes affiliés qui ont tous entre 20 et 30 ans. En fait, c'est toute la même gamme de pilotes. Il n'y a ni de pilotes très expérimentés. Le plus vieux, c'est Ricciardo. Le plus jeune, c'est Piastri dans les pilotes avec des liens. Mais il n'y a pas non plus de très jeunes prospects. En fait, tous les jeunes qui sont récupérés, c'est les pilotes qui étaient soit comme Piastri dans d'autres académies avant, soit des pilotes qu'ils ont formés, qu'ils ont un peu lâchés, comme Van Dorn et De Vries, mais qui sont toujours rattachés par un mini-contrat. Et en plus, les derniers prospects, ça a été de mémoire, hein, ça a été Magnussen, Van Dorn et potentiellement Hamilton. Ça a dû être quasiment les derniers. Donc effectivement, là, qui sont arrivés très tôt en Formule 1 et avec des très belles saisons en catégorie junior et en feeder series. Mais ça permet aussi, même si on finance leurs saisons qui sont quand même très chères, les saisons aujourd'hui, une saison de F2, on parle de millions d'euros, donc ça coûte très cher, mais tu les places après en F1 avec des salaires, je vais pas dire misérables parce qu'on va peut-être pas les plaindre non plus, mais vraiment très faibles par rapport à la cote du marché. Aujourd'hui, un Herta, s'il peut arriver en F1, je prends cet exemple-là parce qu'il est beaucoup revenu dans les bouches, je pense que le salaire, c'est pas 500 000 ou 700 000 euros, on parle tout de suite de plusieurs millions d'euros. Alors qu'un Piastri qui va arriver, pour prendre un autre exemple récent, tu peux le payer peut-être 6 ou 700 000 euros. Donc là, effectivement, c'est pour ça que j'ai du mal à saisir le concept de McLaren de faire tout un roster de pilotes déjà expérimentés, déjà établis et avec déjà une belle carrière, bien solide, et potentiellement les payer cher pour un nombre de paquets limité et pour énormément de candidats qui ne sont pas disponibles et qui n'ont pas la prétention et le talent d'aller dans le Saint Graal qui va rester la F1. J'ai vraiment du mal avec leur stratégie. Alors peut-être aussi que c'est une stratégie pour dire attendez les gars, vous êtes 12, on a 7 baquets, lequel est le moins cher des 12. C'est peut-être une solution à prendre. Et justement, c'est là où je reviens à ma question initiale, à quoi joue Zak Brown, puisque tu en parlais tout à l'heure. Il y a en gros une bataille autour de 4 sièges, on va dire. Il y a les 2 sièges de Formule E, un siège de F1 et un potentiel siège d'IndyCar. Le siège d'IndyCar, il est encore pour l'instant éventuel, on ne sait pas s'il va arriver. On a 2 pilotes qui sont déjà présents pour la saison, c'est-à-dire Howard et Rossi. Et on a pour l'instant un peut-être 3e siège avec Rosenqvist et Palou qui se battraient dessus. Peut-être. On a ensuite le siège, les 2 sièges de Formule 1 où on aurait encore une fois Rosenqvist qui pourrait se battre là-dessus, mais aussi Oliver Turvey et Nick De Vries. Et enfin, on a le siège F1 pour lequel pourrait se battre Daniel Ricciardo, Colton Herta, Pato Howard, Alex Palou et Oscar Piastri. Donc à chaque fois, tu as une bataille de beaucoup plus de pilotes que tu ne devrais pour chacun des sièges. Et c'est pour ça que du coup, je te repose la question à toi, Thomas, en premier, mais à quoi joue McLaren là-dessus? À quoi joue Zak Brown avec cet amas de pilotes pour
une ou deux places disponibles. Oui, effectivement, j'ai déjà commencé à répondre, mais je pense que j'aimerais bien être là aujourd'hui dans les pénates de Lando Norris, qui est le seul à être absolument sûr de ce qu'il va faire pour les 3 prochaines années et à un très haut niveau, parce que lui, tu l'as dit au tout début, il a un contrat F1 jusque de fin 2025, et vu ses performances, ça ne changera absolument pas jusque-là. Effectivement, je ne comprends pas. Et pour mettre clairement les pieds dans le plat, quand on a eu la guéguerre entre Ganassi et McLaren autour de Palou au début du mois de juin, donc qui est un copier-coller de ce qu'il y a eu avec Alpine et Piastri. Hein. C'est exactement la même chose. Ganassi annonce que Palou prolonge pour 2023 puisque eux avaient une option, et par contre là il lui donne une citation. Palou répond en disant bah moi j'ai jamais parlé de ça, la citation c'est pas la mienne, et je suis pas vraiment d'accord. Et McLaren dit au fait moi j'ai signé Palou pour l'année prochaine dans McLaren Racing. Et derrière, quand le procès a été lancé par Ganassi, en tout cas l'intention de procès, Ganassi a dit très clairement il y a une opportunité de F1 pour Palou, et ça on ne veut pas l'en empêcher. Donc moi ce que je comprends, mais encore une fois on n'est pas dans les contrats, on n'est pas dans les petites discussions, et on est très loin du paddock, et encore plus du paddock IndyCar. Mais ce que je comprends, c'est que Palou a signé dans l'objectif d'aller en F1, très clairement, et c'est ce que dit Ganassi. Donc ça veut dire que effectivement Palou est directement en concurrence en F1. Dans le même temps, il y a évidemment Ricciardo qui a son contrat, mais donc là déjà il y a un problème, c'est que si on met Ricciardo dehors, parce que Ricciardo a dit qu'il voulait continuer, donc on met Ricciardo dehors, Ricciardo a tous les droits d'attaquer McLaren en justice. Absolument. Soit pour récupérer de l'argent, soit pour récupérer un baquet, potentiellement les deux, mais en tout cas il a cette légitimité-là. La deuxième chose, c'est que si le contrat de Palou est ficelé de façon similaire, il a peut-être le droit de dire mais attendez les gars, vous m'avez promis un baquet. Alors peut-être que le deal c'est un baquet à partir de 2024. Ça effectivement Pierre a commencé à en parler tout à l'heure. Peut-être que le deal c'est tu viens chez McLaren IndyCar, McLaren Arrow McLaren SP pardon, en 2023, et pour 2024 l'Australien va partir, donc toi tu peux venir à sa place. Ça c'est une éventualité que j'ai pas forcément. Mais là, il y a deux choses qui se posent avec cette éventualité, et moi je l'entends tout à fait, et je pense qu'elle est très crédible, mais il y a deux problèmes qui se posent. Le premier problème, c'est que si il part dans cette optique-là, c'est-à-dire qu'en 2023 il reste en IndyCar chez un concurrent de Ganassi, et ça c'est attaquable par Ganassi pénalement. Et la deuxième chose, c'est que si lui a un contrat pour 2024, donc tu dégages Ricciardo à la fin de la saison 2023, ce que tu auras le droit d'avoir puisqu'il n'aura plus de contrat, reste le cas Piastri. Qu'en fait-on ? Effectivement, parce que je suis content que tu en parles, parce que c'était mon point suivant. De ce qui se lit, de ce qui se trame aujourd'hui, Piastri aurait un deal pour être pilote de développement en 2023 chez McLaren. Donc ça veut dire une deuxième saison sur la touche, puisqu'il a déjà la saison 2022, et serait candidat à un baquet en F1 en titulaire en 2023. Et pour moi, si c'est ça, c'est le move le plus incompréhensible de ces 20 dernières années. C'est encore plus incompréhensible qu'Alonso qui retourne chez McLaren Honda en 2015. Ou chez Aston Martin en 2022. Ou chez Alpine en 2020. Enfin bref, Alonso. La carrière d'Alonso, on pourrait en écrire des romans. Je comprends pas que quand c'est pas une question de reconnaissance ni rien, mais tu as quand même une entité, on va dire Renault Alpine, comme vous voulez, qui a financé la carrière de Piastri depuis au moins la F3, puisque saison de F3 et de F2, qu'il faut-il le rappeler, il a gagné dans son année de rookie, dans sa première année, et il est passé directement à l'échelon supérieur à chaque fois. Alpine était partout sur la voiture, donc on avait bien compris que c'est lui qui payait, quelle que soit la structure, chez Prema, etc. C'est Alpine qui payait. Donc Alpine a financé sa carrière, Alpine l'a mis cette année pilote de développement dans l'écurie de F1, et j'imagine qu'il participe à beaucoup de séances de simulateurs et à beaucoup de débriefing avec Ocon et Alonso. Et je pense que vu les deux là, déjà Alonso à lui tout seul, ça doit être une montagne de savoir, de connaissances et d'expérience. Et Ocon aussi, puisque maintenant il est là depuis 2016, alors avec une année en off, mais il est quand même là depuis 2016, donc ça fait un paquet d'années qu'Ocon est là, il a une très grosse expérience. Et je pense que globalement, jusqu'ici, ça communiquait bien au sein d'Alpine, et donc les infos étaient facilement partagées. Et je pense que Piastri avait une place de choix et un petit peu en or pour apprendre beaucoup de choses sur le développement d'une F1, sur la façon dont l'écurie tourne, etc. Il a aussi, il me semble, fait des essais
privés. Je crois pas qu'il ait fait de libre 1, mais il a fait des essais privés, si je dis pas de bêtises, avec l'Alpine de l'année dernière, comme c'était dans son contrat. Parce que d'ailleurs, Zafnauer a dit que dans son contrat, il avait 5000 km, et ils avaient déjà fait plus de la moitié avec ça. Donc, tu as tout ça. Tu as le pilote le plus difficile à faire bouger du plateau, je pense, qui s'en va. Ça me paraît largement naturel, et du coup je reprends le fil de ce que je disais, ça me paraît largement naturel de dire bon, bah, je prends cette place à côté d'Ocon qui reste, à mon sens, un potentiel solide de leader d'équipe. En plus, dans une équipe un petit peu franco-française, etc., je pense qu'il y a des belles choses à faire et ça, il peut se mettre en très belle position à côté parce que Ocon, avec tout le respect que je lui dois et même avec l'expérience qu'il a, bah, c'est pas un des top pilotes. C'est pas un Verstappen, c'est pas un Leclerc, c'est pas un Hamilton. Donc je pense que c'est plus facile d'aller en tant que rookie à côté de ces pilotes-là qu'à côté d'autres pilotes. Et potentiellement, Ocon, il est même, à mon sens, un petit cran en dessous de Norris. Donc c'est peut-être. Ouais, mais Ouais. tout ce dont tu parles là, c'est dans. Enfin, on parle pour l'optique de la carrière de Piastri Ah, je parle que de et Piastri, de oui. ce qui aurait été idéal. Et Piastri ne pouvait pas voir venir forcément le move d'Alonso et ça l'a peut-être mis un peu à Alors, nu, ça. c'est là où on va, je pense, arriver à la limite de ce qu'on peut savoir et de ce qu'on pense savoir. C'est Donc ça. effectivement, je pense qu'il faut rappeler, et c'est pour ça que tu en parles, que jusqu'au 31 juillet 2022, donc le dimanche de la course de la Hongrie, Alpine avait entre guillemets tous les droits sur Piastri et en faisait ce qu'il voulait. Et à partir de là, Piastri pouvait, après cette date, Piastri pouvait aller discuter à droite à gauche et était complètement libre de son choix. Donc ce qui se trame effectivement, c'est que bah, à partir de lundi, bah, il n'avait pas de nouvelles. Il est allé voir Zach Brown, ils se sont serrés la main et puis ils ont dit bon bah ok, contrat, machin, peut-être pilote de développement, etc. Ce qui était logique dans le cadre où Alonso restait chez Alpine. Hein. Là-dessus, c'est pas critiquable. Surtout que Alonso disait le dimanche soir à Zafnauer qu'il allait rester parce que ouais c'est bon, c'est du détail, on verra ça à la rentrée, t'inquiète pas. Et il avait absolument pas dit qu'il avait signé chez Aston Martin. Et donc effectivement, le lundi matin, tout le monde apprend, et Alpine compris, que Alonso part chez Aston Martin. Et ce qui est étonnant pour tout le monde, je pense, c'est que Piastri n'est pas tout de suite annoncé par Alpine. Ça, je pense que c'est incompréhensible pour tout le monde. Pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, si tout était clair pour tout le monde, en tout cas entre Piastri et Alpine, pourquoi Alpine ne dit pas ouais, c'est bon, Alonso est parti, mais on a Piastri, regardez, c'est la pépite, il a écrasé le championnat de F2 en 2022, en 2021, pardon, il avait 60 points d'avance, etc. Vous allez voir, on va rouler sur l'or. Ça, je comprends pas. Après c'est Alpine et c'est leur. Enfin, le communiqué qu'a fait Alpine, qui a mis un peu de temps à sortir, a été effectivement tourné de façon à ce que juridiquement ils soient imparables. Mais moi j'aimerais qu'on revienne sur la situation de McLaren, parce que c'est notre point de base, mais euh, c'est dans le cas où Ricardo. On est d'accord que. Je pense que vous êtes tous les deux d'accord que pour Piastri, il n'y a pas d'autre écurie que McLaren là. On est d'accord que dans le deal, C'est c'est pas impossible Williams. qu'il ait. Ouais, c'est pas Williams, il a pas refusé Alpine pour aller chez Williams. Oui, Non, Ou alors impossible. voilà, ou alors il y a un truc que je comprends pas. Donc si c'est McLaren, c'est-à-dire que dans le cadre où Ricardo prend son option 2023 et que euh, Palou et Piastri ont une option pour 2024 chez McLaren, comment, et je vais poser la question à Pierre, mais est-ce que tu peux éviter un procès? Parce que si tu mets Palou, Piastri peut t'attaquer peut-être, et si tu mets Piastri, tu recasses Palou en IndyCar chez un concurrent de Ganassi, et Ganassi peut t'attaquer. Et peut-être Palou, j'en sais rien ça. Mais sans doute pas Palou parce qu'il a un contrat McLaren Racing, donc c'est différent. Mais dans un des cas, Piastri et Weber peuvent t'attaquer, et dans l'autre cas, Ganassi peut t'attaquer. Donc est-ce que tu peux, avec la situation dans laquelle s'est mis Zach Brown, éviter un procès? Tout dépend de ce qu'il a fait signer à Piastri. Hmm. Soit en effet c'est le contrat de 2023. On a rappelé que pour Ricardo, vous l'avez rappelé en plus à juste titre, son contrat arrive à échéance cette année, mais il a aussi une option pour 2023. Lui clame haut et fort que de toute façon il sera chez McLaren en 2023. Il me semble que c'est Braun qui avait dit qu'il pouvait activer des mécanismes justement sur le contrat de Ricardo. Je me demande si un des mécanismes c'est pas notamment une clause de performance. Et si c'est ça, Ricardo est un peu dans la sauce. Maintenant, est-ce que
il y a un pré-contrat actuellement qui a été signé auprès de Piastri. Ça semble être le cas, sinon il ne s'amuserait pas à dire dans un communiqué façon démenti, je ne piloterai pas pour Alpine en 2023. Ouais, ça c'est très fort, hein. Comme phrase, c'est très très fort parce que ça C'est un ferme rookie, toutes les portes. c'est inédit. Hein. Ça ferme C'est toutes les vraiment. portes. C'est pas parce Absolument. qu'il aurait pu très bien dire, et je suis désolé de te couper Pierre, mais il aurait très Non, bien je pu t'en prie. dire, bah pour l'instant, il reste des détails à régler, etc. Machin. Et là, tu peux rien dire. Et effectivement, Alpine se serait peut-être emballé, mais là, il a dit, je serai pas chez eux l'année prochaine. Donc c'est très très fort comme phrase. C'est très fort, pas très correct dans la mesure où on parlait tout à l'heure des Driver Academy. Alpine a quand même engagé une certaine somme sur Piastri. Ils le suivent depuis plusieurs années, donc c'est un petit peu faire preuve d'ingratitude. Est-ce que au niveau, on va dire, pas du contrat en lui-même, parce que sur les échéances juridiques, il me semble que le contrat qui liait Alpine à Piastri était valable jusqu'au 31 juillet, jusqu'à minuit. C'est ça, mais il y a Ma- une précision en droit européen, a priori, j'ai lu ça sur Twitter, j'ai plus la source et je veux pas trop m'engager, mais a priori en droit européen, tout contrat qui arrive à échéance un dimanche est automatiquement repoussé de 24 heures. Alors après, la question, c'est est-ce que une écurie britannique a le droit européen qui s'applique sur elle? Ça, c'est l'autre question. Je pense Parce que- je pense que si c'est rattaché à l'entité Alpine, ça reste une entité française et ça a dû être des choses qui ont été signées peut-être avant le Brexit. Donc là, on va peut-être aussi être sur la ligne et sur l'épaisseur du trait. Mais Ouais, c'est une là, bonne on est remarque à sur avoir. du juridique, c'est pas notre métier, mais tu fais bien d'apporter cet éclairage-là. Si jamais c'est le cas, effectivement, ça donnerait une journée de plus, et c'est la journée où McLaren a annoncé Piastri avec les mots choisis. Donc si N'oublions pas quelque chose, la plupart des contrats de F1, au niveau des salaires et des modalités, c'est souvent exprimé en dollars. Donc est-ce que on serait pas sous Non, parce que législation américaine? non, ça c'est juste pour avoir non, une Non. monnaie qui soit à peu près stable, qui soit oui, entre guillemets à peu près universelle, parce que t'as des fournisseurs dans tous les sens, donc il suffit que tu as un fournisseur en yens, enfin au Japon, donc qui va travailler en yens, un autre en Italie qui va travailler en euros, etc. Et avec les taux de chance, etc. Derrière, tu peux vite te faire avoir. C'est pour ça que tout est en dollars, comme ça c'est uniformisé. C'est quelque chose D'accord. d'assez courant dans les exercices financiers. Et messieurs, je voudrais qu'on continue sur tous ces contrats McLaren, puisqu'il y a aussi, alors on va passer après au cas de la Formule 1, mais il y a le cas de Colton Herta. Oui. Qu'est-ce que McLaren fait avec Colton Herta? Ils n'ont pas de lien avec lui directement. Ils pilotent pour un concurrent en IndyCar. Ils pilotent pour un concurrent en GT, puisqu'ils pilotent pour BMW, qui est concurrent de McLaren. Et le seul lien qu'il a avec McLaren, c'est ce contrat de développement F1. Or, tu as signé Norris jusqu'en 2046 et tu as 3 pilotes déjà qui se battent pour le poste pour au moins 2023 et 2024. Donc qu'est-ce que tu fais de Colton Herta et qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans et pourquoi ce contrat-là? Moi, je pense qu'ils font deux choses avec lui. C'est un, ils se font de l'argent. Parce que je pense que Herta, vu qu'il a derrière un support d'une écurie, etc., parce qu'il y a quand même Brian Herta qui est dedans, je pense que Herta, du coup, a un petit peu d'argent à mettre dans le fait d'utiliser à titre privé une F1, une F1 très récente en plus, donc je pense qu'ils se font un petit peu d'argent là-dessus, de 1. Et de 2, ils se font de la pub. Ils se font de la pub avec les Américains. Ils disaient, regardez, on va peut-être embaucher un Américain, là, regardez chez nous, vous allez voir, c'est super cool. Et puis, je sais pas si vous vous rappelez, vous avez quand même 3 grands prix aux États-Unis, etc., plus le Canada. Et donc, en faisant tout ça, ils lui font miroiter une place de F1. Donc, Herta a l'intérêt, en tout cas, il a raison d'y croire, peut-être. Mais je pense que ça n'arrivera à rien de plus. Pour moi, c'est clairement de la pub et de la com. Peut-être un peu de mauvaise foi en faisant miroiter Herta quelque chose qui n'arrivera jamais. Mais en tout cas, c'est ce que je vois. Moi, je vois rien d'autre là-dessus parce qu'en plus, on a déjà parlé ensemble, surtout avec toi, Clément. Herta, pour l'instant, même s'il est rapide, il est trop inconstant. Et clairement, si tu vas aller piocher Absolument. aux États-Unis, en tout cas en IndyCar, hormis la nationalité, c'est clairement pas le favori à mon sens. Ah bah, Palou et Howard sont devant et les deux ont des liens plus poussés avec McLaren. Voilà. C'est pour ça que je pose la question. Après, Le problème, entre guillemets, peut-être, c'est qu'il y en a un qui est espagnol et l'autre qui est mexicain. Ce qui est peut-être moins Voilà. vendeur pour les marchés de McLaren. absolument. Mais Herta, d'ailleurs, dans le pool de pilotes dont on parle depuis tout à l'heure, il n'y a que Piastri qui est plus jeune que lui. Sinon c'est le plus jeune, il est de 2000. Donc effectivement, il a encore du temps, mais faut dire quand où même tu que vas avec ça. Herta, aujourd'hui, il est derrière Rosenquist et derrière Rossi au championnat, en IndyCar. Absolument. Donc, Ça, de c'est- tous ça, les c'est- pilotes, c'est ça on va dire, précisé. liés à l'IndyCar de McLaren, c'est le moins bien classé.
pas donné de Hmm. jugement de valeur, mais c'est le moins bien classé. Il y a peut-être une donnée quand même, parce que là, quand on parle notamment des Rossi ou des Herta, en IndyCar, ils sont sous contrat chez Andretti. N'oublions pas que le projet Andretti en F1, ça va quasiment faire 2 ans qu'on en parle. Au niveau de la date d'échéance, on commence à se rapprocher. Il y a une véritable volonté de la part de Liberty Media que la F1 actuelle soit beaucoup plus représentée qu'elle ne l'est actuellement de façon américaine, hein. Parlons très clairement, c'est-à-dire aussi bien au niveau des circuits, mais aussi au niveau des écuries et sans doute au niveau des pilotes. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que l'arrivée d'Andretti pourrait offrir 2 baquets, peut-être 2 baquets américains, ou tout du moins que ça puisse faire un micmac avec McLaren. Et est-ce que ça ne pourrait pas, d'une certaine façon, arranger les affaires d'un certain Zach Brown? Alors, Mais je je sais. suis pas tout à Vas-y, fait vas-y. d'accord. Je suis pas tout à fait d'accord. Déjà parce que une des conditions, enfin en tout cas un des deals qui avait été signé par Andretti pour son arrivée en F1, c'était une fourniture de moteur chez Renault. Absolument. Donc via Alpine finalement. Donc là déjà je vois un problème, surtout si derrière ils sont en train de se battre pour Piastri. Ça, c'est la première chose. Hmm. Et la deuxième chose, c'est que je sais, alors j'ai pas bien compris si c'était la F1 et donc Liberty Media ou la FIA ou les autres équipes, mais globalement, l'arrivée d'Andretti en F1, ça a pas l'air acquis, loin de là. Il a l'air d'avoir beaucoup de bâtons dans la roue. Donc moi j'y crois pas trop et j'y crois de moins en moins. J'étais très hypé au début. Et Hmm. en particulier au moment où avec Clyde, Clément, vous aviez fait la preview de la saison 2022 d'IndyCar et que l'annonce est arrivée juste après. Euh, mais globalement, c'est quelque chose où je crois de moins en moins, et donc je vois pas du tout Zach Brown aller placer des pilotes là-bas. Surtout que Andretti sera assez fort tout seul pour aller mettre ses pilotes, et je vois pas Andretti prendre un pilote Andretti via Zach Brown pour aller les mettre en F1. Ça me paraît Hmm. délirant. Même si effectivement il y a eu un accord technique en 2017 en IndyCar qui avait fait rouler Alonso dans une Andretti alors qu'il était en contre à McLaren, mais je pense que ça s'arrête là et c'était du one-off. Absolument. Et puis pour terminer là-dessus, c'est vrai que la Liberty Media et les autres équipes veulent plus des constructeurs aujourd'hui et poussent plus pour Audi et Porsche que pour une écurie privée, bien qu'elle soit américaine. Pour eux, ça apporte moins de sécurité que d'avoir 100% de constructeurs Mais et c'est alors pour ça qu'on a. peut-être qu'ils attendent de voir ce qui va se passer justement chez Porsche et Audi, puisque là on est en train il y a beaucoup de rumeurs qui statuent sur le fait que Porsche et Red Bull auraient signé ensemble et feraient une entité commune pour les moteurs, et je pense que ça se limiterait à ça pour Porsche, avec peut-être un gros logo sur la Red Bull, mais pas plus. Donc Porsche ne viendrait pas en tant qu'entité à part entière. Audi serait intéressé pour acheter une équipe. On a parlé de Sauber, on a parlé de McLaren, on a parlé de beaucoup de choses, mais ne viendrait pas en constructeur. Donc a priori, aujourd'hui, à date d'enregistrement de ce podcast, la seule entité valable à mon sens pour avoir une nouvelle équipe en F1, une ancienne équipe et donc 22 voitures, c'est Andretti. Absolument, absolument. Et pour l'entité américaine, la F1 se convient avec As pour l'instant. Il y a ça aussi, mais Euh, c'est chancelant, et As, hein. Pas forcément ouais, une valeur absolument. sûre. Voilà. Mais bon, à voir pour la suite. Du coup, je voulais parler de la partie Formule 1, puisqu'on a, on a parlé de la partie F1, de la partie IndyCar. Sur la partie Formule 1, pour l'instant, McLaren va reprendre l'entité Mercedes, va se faire fournir par des moteurs Nissan. Ça, c'est une chose à part. Mais pour l'instant, McLaren n'a pas de pilote officiellement en Formule 1. Les deux pilotes de l'entité actuelle, c'est Stoffel Van Dorn et Nick De Vries, qui, on l'a dit, ont tous les deux des liens de pilotes de réserve avec McLaren F1. Stoffel Van Dorn a déjà signé ailleurs avec des Penske et on va pas lui en vouloir vu ce que McLaren lui a fait par le passé et vaut mieux assurer son avenir de toute façon. Par contre, c'est à quoi joue Zach Brown avec Nick De Vries. Tu as un pilote qui connaît l'équipe, tu as un pilote qui connaît la voiture, tu as un pilote qui connaît la catégorie et tu vas potentiellement le laisser partir chez un concurrent avec des informations, chez Maserati en l'occurrence, et te retrouver avec un duo peut-être Oliver Turvey, Félix Rosenqvist. Félix Rosenqvist, c'est quasi sûr parce que son contrat McLaren Racing, encore une fois, si tu mets Papalou en F1, tu le mets en IndyCar. Si tu le mets en IndyCar, tu mets Rosenqvist en Formule 1, c'est les dominos. Mais tu vas te retrouver avec ce duo-là et tu ne vas pas conserver De Vries, qui est quand même champion du monde dans la catégorie, et qui est un excellent pilote et qui connaît l'équipe. Donc pourquoi Zach Brown ne fait pas tout pour récupérer ce pilote qui est dans le giron et qui connaît bien? Moi, je pense que c'est l'ambition de De Vries qui est au-delà de la Formule 1. La Formule 1 est, à mon sens, clairement en perte de vitesse.
Et là, il y a eu les derniers e-prix. Sur les 3-4 derniers e-prix, souvent ça tombait sur des week-ends creux et personne n'en entendait parler, personne ne savait qu'il y avait eu un e-prix. On voyait un highlight, tiens, on voyait qu'il y a eu de la pluie à New York et qu'il y a eu 18 pilotes dans le mur au premier virage, mais on savait pas qu'il y avait un e-prix. Donc je pense que Nick De Vries, pour sa carrière, n'a pas forcément envie de s'enterrer en Formula I et veut aller chercher du WEC, veut aller chercher potentiellement d'autres choses. On a parlé d'un contrat chez Williams en F1, ça a été annoncé. Il y a peut-être, alors là c'est peut-être un peu gros de ma part, mais Hamilton n'est pas éternel non plus et Mercedes aujourd'hui n'a pas 50 options sur les tablettes. Mais ça va peut-être un peu loin, on va le mettre de côté. Ouais, attends, parce que s'ils veulent chercher sur le plateau F1, ils proposent, il y a des mecs qui viendront. Là, c'est. Ouais, bon, après, ça reste un pilote de la filière. Ça reste un Absolument, pilote de la filière. ouais. Mais est-ce qu'il a le niveau F1 ? Ça, c'est une question qu'on a. Pour l'instant, on n'a pas de réponse. La première partie de la réponse, c'est peut-être s'il va chez Williams l'année prochaine. Surtout face à Albon, ce serait un bon étalon. Déjà, s'il se fait laminer par Albon, c'est fini. S'il est devant Albon, là déjà on peut peut-être discuter et voir peut-être 2-3 ans comme pour Russell avant lui. Moi je pense que De Vries cherche à aller plus loin. Après, pourquoi est-ce qu'il chercherait un contrat chez Maserati en Formule 1 en plus, je ne sais pas. Mais peut-être qu'il a des ambitions en tant que champion du monde. Peut-être qu'il a des ambitions financières que Brown ne peut pas se permettre parce qu'il en a trop à payer derrière. Double contrat Toyota WEC, Maserati Formule 2, ce qu'il cherche aujourd'hui, ça lui permettrait de caser beaucoup de week-ends et d'avoir effectivement un programme sûr avec Toyota sur le WEC. Ouais, et un programme surtout qui aurait de la visibilité, qui aurait une chance quand même assez incroyable de gagner, puisque Toyota aura une avance pas négligeable sur les autres. Il y a quand même tout ça à prendre en compte, quoi. Je te rejoins, c'est-à-dire, je te rejoins Thomas sur le côté de la visibilité. C'est vrai qu'au niveau Formule 1, là, en plus avec cette nouvelle génération, Oui. voilà. Là, tout est incertain. Changement de génération. Oui, t'as pas de garantie que ton team ne soit pas au fond, effectivement. Exactement. Donc, et peut-être que le fait de faire un partenariat technique avec Nissan, ça a rebuté et Van Dorn et De Vries, parce que Nissan Williams, c'est clairement pas. Depuis que c'est Nissan justement. C'est pas ouf. C'est clairement pas ouf et il serait pas là, ce serait pareil à peu de choses près parce que ils végètent en milieu de tableau, ils sont souvent 9, 10e, 11e. Donc c'est pas forcément très intéressant. Et par contre, pour finir sur la partie salaire, à mon sens, enfin dans ce que j'ai à dire en tout cas, peut-être que Zak Brown pourrait se permettre le salaire de Vries, mais pas en FE, parce que la FE rapporte peu en image, encore une fois, parce qu'on en a quasiment plus parlé et personne ne sait que ça existe, pour ainsi dire. Donc investir énormément d'argent pour un pilote, pour un top pilote, ça reste un très bon pilote surtout en formule électrique, mais pour derrière gagner des clubs pilotes en visibilité et peut-être en prix FIA, etc. Zak Brown a peut-être estimé que c'était pas rentable ou pas sûr de faire cet investissement et donc préfère prendre un pilote comme Turvey ou Stevens qui va être fatalement beaucoup moins cher. Avant de passer à ma dernière question, juste une petite touche fantaisiste. En très rapide, est-ce que vous croyez à un programme hypercar, sûrement à l'MDH, de McLaren ? Thomas ? Oui, mais en client. Ok. Pierre ? Même avis. Thomas l'a rappelé au niveau des liens de McLaren avec le côté du WEC. Donc, à mon avis, pas en officiel parce que il développe énormément ces dernières années dans pas mal de structures. On l'a vu en IndyCar. La F1 quand même a aussi un sacré coup. Donc plus là le rachat de la structure de Mercedes en Formule 1. Donc oui, non, s'ils reviennent à mon avis en client. Par contre, ce dont on doit se méfier, je sais pas quel est ton avis Clément, mais ce dont on doit se méfier Zak Brown, c'est qu'à se diluer comme ça, alors c'est génial parce que du coup il est visible partout, il est visible par tous les fans de sport auto pour ainsi dire, et même un peu plus, mais du coup en diluant forcément lui aussi son rôle un petit peu partout, est-ce qu'il affaiblit pas toutes ces structures à la fois? Et est-ce qu'on n'a pas vu McLaren atteindre un plateau et ne pas réussir à progresser, surtout en début de saison en F1 où c'était catastrophique? L'écurie IndyCar marche pas trop mal, même si ça pourrait être peut-être un peu mieux. Alors peut-être que leur intelligence c'est de se reposer sur Schmidt-Peterson, qui a une grosse expérience. C'est quelque chose qui me fait un petit peu peur aujourd'hui. Cette stratégie d'expansion, ça réussit pas toujours. Moi, pour le programme LMDH, j'y crois pas trop parce que McLaren aurait déjà pris du retard sur ceux qui l'ont annoncé pour 2024. Donc, ouais, mais est-ce qu'en client, ce serait très grave?
Tu laisses Bah, les autres, pour aller, tu laisses pour les aller- autres démerder la voiture Hmm. et puis tu récoltes tout Je, le reste. je sais pas, ouais. Pour la construction d'un LMDH, est-ce que là, 1 an et demi, du coup, parce que là, jusqu'à Daytona, enfin, allez, on va dire Daytona ou peut-être Sebring pour l'ouverture du WEC 2024, t'as qu'un an et demi là maintenant. Est-ce qu'un an et demi c'est suffisant pour développer une voiture, un moteur et incorporer tes éléments spécifiques sur un châssis LMP2? Je sais pas. J'ai pas la réponse peut-être, mais ça me paraît court aujourd'hui. Et une fois que tu auras loupé la grosse bataille de 2024, qu'est-ce qui va se passer après? Enfin, je sais pas. J'espère, mais j'y crois peu. Et par contre, je suis d'accord avec toi, à trop vouloir diluer. Zach Brown, on le voit partout. T'allumes ta télé pour la F1, il est là. T'allumes ta télé pour l'IndyCar, il est là. T'allumes ta télé pour l'Extrême E, il est là. Tu vas voir la FE, il sera là aussi. Enfin, il y a un moment où tu peux pas tout gérer non plus. Je vois très peu d'autres personnes aussi, avec des aussi grosses personnalités que lui chez McLaren. Et j'ai l'impression que lui, il s'éparpille un peu partout. C'est très cool, hein, parce qu'on voit le papaye partout et on adore ça. Faudra avoir des directeurs très clairs et très précis. Et j'espère que ce sera le cas pour la Formule E. Et à moyen terme, ça peut devenir dangereux. C'est ça. Sur un plan purement financier, ça peut devenir dangereux. Après, le budget capé peut t'aider. Oui. Et McLaren a 150 sponsors. Mais ça peut clairement devenir dangereux. Ouais, mais il reste le rôle de management, etc., qui se dilue et qui, au final, Brown ne fait plus son boulot. Et j'ai l'impression qu'il a déjà commencé à beaucoup se reposer sur Seidel en partie sur la F1 et Ouais, Schmidt-Peterson en IndyCar, et etc., etc. Donc, Et c'est ce qu'il faut, parce que sinon il pourra pas tenir. ouais, mais du coup, est-ce que son impact n'est pas un petit peu limité partout? Et est-ce que la vision qu'il a au global pour la marque McLaren et pour l'entité McLaren Racing va pas être perdue, parce que chacun ira dans sa direction, propre, on va dire. Et est-ce que c'est pas au final contre-productif? C'est à l'avenir le dira. À être un petit peu partout, tu es beaucoup nulle part. Ça c'est Voilà, toujours, c'est c'est ça. toujours un adage. Du coup, messieurs, je vais vous poser la dernière question. C'est quels sont les potentiels perdants et gagnants de tout ce bourbier Mercedes, de tout ce bourbier McLaren? On sait que trois gagnants très clairs aujourd'hui, c'est, on l'a dit, Lando Norris, Alexander Rossi et Pato Howard, parce qu'ils ont des contrats jusqu'à 2023, 2024, 2025 dans des entités claires. Donc eux, c'est les gagnants. Par contre, après, Pato qui Howard, va je sais gagner, pas, hein, qui va... parce que Pato Howard, on lui a fait miroiter la F1 quand même. Ouais, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Parce que moi, pour moi, il a un contrat jusqu'en 2025 avec McLaren SP. Au moins, il a ça d'assuré. Après, mais comme il effectivement, avait fait les tests jeunes pilotes, etc., je me suis dit, je bon, comprends. est-ce que c'est pas un prospect pour la F1? Alors, si c'est juste moi qui ai mal compris, dans ce cas, ok. Mais sinon, je pense qu'il pourrait l'avoir mauvaise et il pourrait ne pas être si gagnant que ça. Mais bon. Mais alors, du coup, mon cher Thomas, quels sont tes potentiels gagnants et perdants de ce grand chambardome? Alors, gagnant, tu l'as dit, hein, il y a Norris, il y a Rossi. Euh, c'est potentiellement. Non, c'est à peu près tout. Parce que sur les autres, j'en vois pas. Je vois pas d'autres gagnants et je vois surtout que des perdants. Pour moi, hors Norris et hors Rossi, il n'y a que des perdants, puisque Howard, je viens de le dire, pour moi, il a une position un peu floue, même si on comprend qu'il va rester en IndyCar, mais est-ce qu'à un moment, on lui a pas fait miroiter de la F1, et dans ce cas, il pourrait l'avoir mauvaise. Euh, Erta, je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, on lui fait miroiter des choses, on essaie de faire de la pub, on essaie de faire de l'argent, mais ça n'aboutira jamais, il n'y aura jamais rien de concret, enfin jamais rien. Dans un avenir proche, en tout cas, jusque 2023-2024, je ne vois pas un contrat fixe avec McLaren avec une place, que ce soit en IndyCar ou en F1. Palou, pour moi, sera un des grands déçus et va tout perdre parce qu'il y a en ce moment il y a l'affaire Ganassi qui, quoi qu'il arrive, va le mettre dans une mauvaise posture chez Ganassi au niveau des relations, etc. Piastri est perdant parce que il vient de se mettre en froid avec Alpine et même si tout se résout dans l'autre sens et il dit bon bah ok je vais quand même chez Alpine en 2023, l'ambiance elle va pas être excellente. Donc il y aura ça en plus à gérer et ils vont potentiellement sortir d'une fin de saison compliquée avec Alonso à gérer. Donc s'ils remettent ça en 2023, ça va être délétère et peut-être que Piastri, sa carrière sera finie avant qu'elle ne commence. Peut-être. Rosenquist est perdant parce que passer de l'IndyCar à la FE, pour moi, Et surtout devoir mener une écurie de FE dans l'inconnu. Ouais. Pour moi, c'est un très mauvais move. C'est un très mauvais move. Donc Palou, je l'ai dit, il est perdant. Ricciardo, quoi qu'il arrive, il est perdant parce que s'il part de chez McLaren, sa carrière F1 elle est finie. S'il reste chez McLaren, il reste dans une écurie où tout le monde veut qu'il parte. Et en plus, il va se faire éclater encore une année de plus par Lando Norris. Turvey, Stevens, pourquoi pas.
pourquoi pas, ni gagnant ni perdant, parce qu'encore une fois, comme je pense que Bah Steven, si un programme hypercar, il est gagnant. Sinon, Voilà, il Steven- reste test driver. Ouais, après, dans tous les cas, je pense que Stevens, il va garder pour l'instant, tant qu'on parle pas d'hypercar, il va garder son volant chez Rota en WEC. S'il peut faire de la FE en plus, c'est bien pour lui. Torvi, passer de NIO à McLaren potentiellement, ça n'apporte rien, ça ne fait rien perdre. Voilà. De Vries, il serait gagnant, je pense, à partir, si vraiment il a un programme WEC avec Toyota. Et Van Dorn, potentiellement DS Dragon Racing, ça peut être une équipe assez forte parce que Techeetah. Donc De Vries serait perdant à rester. Si on parle Ouais. juste d'entité Ouais, McLaren, ouais, De Vries serait aussi perdu. en tout cas, il irait dans l'inconnu et ce serait plus sûr de partir. Mais voilà, donc je vois quasiment que des perdants hors Norris et Rossi. Pierre. Bah, je pense que sur les gagnants, vous avez tout dit, hein. Donc, je veux dire, Norris, clairement gagnant. Rossi, il n'y a pas de souci. Je dirais que le départ de Van Doorn en FE, bah, lui est gagnant, McLaren est perdant. Mais vu qu'on parle des gagnants, à mon avis, il rentre dans le moule. Ouais, non, mais c'est la même chose que la remarque que m'a fait Clément juste avant. C'est s'il reste chez McLaren, il est potentiellement perdant et c'est important qu'il est gagnant. Mais on est d'accord là-dessus. Rosenquist, pour moi, ça sera statu quo, donc je sais que pour moi, c'est ni gagnant ni perdant. Ah bon, Torvesti, pour toi, passer de l'IndyCar à la Formule électrique, c'est statu quo? Je suis étonné. Bah après, Oui, tout mais- dépend comment tu vois les catégories. oui, mais après, normalement, enfin, il y a sur le côté F1, il y a absolument rien d'annoncé sur Rosenquist, et il Non, peut mais de tout toute à façon, fait. Rosenquist en F1, c'est Oui, impossible. non, mais c'est la FE. Mais après, le seul truc où tu pourrais avoir Rosenquist gagnant, c'est qu'il se sort d'une situation dans laquelle il est noyé actuellement en IndyCar, il n'arrive plus à rien, et tu le remets dans une autre équipe. Mais est-ce que mettre un pilote qui a la tête à l'envers en tant que leader de ton équipe que tu lances, c'est une bonne idée pour lui et pour toi? Je suis pas sûr non Pas plus. tellement, non. Ouais. Parce qu'il est pas très bien en ce moment, Rosenquist. Donc qu'est-ce que t'en fais, quoi? C'est pas la meilleure dynamique pour lancer une équipe. Après, sur Piastri, je pense qu'il s'est un peu tiré une balle dans le pied, et bon, on verra ce que donnent les annonces, mais faut quand même pas oublier que si en effet il est signé par McLaren, c'est tu lourdes pas un mec comme Ricardo comme ça. Enfin, je veux dire, même si McLaren a des clauses avec Ricardo a aussi des clauses de son côté. Donc un contrat, c'est comme de tout. Aujourd'hui, ça veut plus trop rien dire. Mais quand tu as déjà des mouilles judiciaires avec Palou en Indy, avec Ganassi, est-ce que tu es prêt en plus à aller sur un procès ou des dédommagements on va dire exponentiels avec un Ricardo pour placer un petit genou qui a toujours pas couru le moindre Grand Prix de Formule 1 et qui a quand même qui a tout à découvrir et qui risque quand même de souffrir face à Norris. Et potentiellement libérer Ricardo de son contrat, c'est à coût de 20 millions d'euros, parce que c'est à peu près ce qu'il avait touché chez Renault. On peut penser que son image n'était pas trop écornée en sortie de Renault en allant chez McLaren, donc il a sans doute un contrat à peu près similaire financièrement. Donc juste en salaire, c'est peut-être 20 millions d'euros plus des pénalités de casse de contrat. Ça peut vite coûter cher à McLaren pour aller dans l'inconnu, puisque des pilotes qui étaient très bons en feeder series et qui se sont éclatés en F1, il y en a beaucoup, hein. Oui, tout à fait. Et du coup, ma toute dernière question pour. Tu peux répondre aussi, peut-être Clément, sur Ah bah tes moi les deux gagnants, enfin je suis d'accord avec vous, hein, c'est Norris et Rossi, pour moi ils sont gagnants. Norris encore plus parce qu'il ressort comme grand leader de tout le team McLaren. Ouais. Norris, il est en haut de la pyramide, en haut de l'échelle alimentaire. J'aurais mis Stevens aussi dans les gagnants parce que de toute façon, au pire, il reste au même niveau. Au mieux, il gratte un volant dans le team officiel au lieu de gratter un volant pour un team privé et d'être simplement pilote d'essai pour le team officiel. C'est tout, peut-être Turvey, parce que si McLaren est mieux, quand même, tu peux pas rarement faire pire que Nio, donc peut-être que Turvey peut être gagnant. Et après, pour moi, Piastri, en termes d'image, c'est désastreux. Et à part le talent peut tout rattraper en F1. Et tu peux avoir une image très écornée, mais si tu as le talent, les gens viendront te chercher. Par contre, il va falloir qu'il le montre. Et tant qu'il court pas, il peut pas le montrer. Donc là, ça va commencer à devenir problématique. Et pour moi, les
les 3 plus gros perdants de tout ce lot-là, c'est Alex Palou, qui soit va se retrouver pour moi en IndyCar, il ira pas en F1 et dans une situation où il va être haï d'un paddock qui est de plus en plus délétère en IndyCar. Et qui est de plus en plus méfiant envers les Européens. Oui, en particulier face à Grosjean, ça devient très compliqué et donc il va se mettre sur la liste avec les autres. Le deuxième c'est Piastri, du coup je l'ai dit, et le troisième c'est Colton Herta. Attends, j'ai déjà dit Piastri, pardon. Il y avait Colton Herta qui pour moi va s'enfermer, et Daniel Ricciardo qui dans tous les cas s'aperçoit que McLaren a 3 ou 4 pilotes assignés à sa place, donc c'est clairement qu'ils veulent plus de lui. Donc dans quelle ambiance t'es pour 2023, enfin c'est aussi ça qui va participer à l'ambiance du team, c'est comment tu peux rester dans un team qui ne veut plus de toi. Et du coup, votre petite prédiction, qui sur le trio Palou, Piastri ou Ricciardo, parce que c'est ce trio-là la clé du puzzle, qui ira où? Pierre? Pour moi, Ricciardo devrait rester, je pense, en 2023, même si à mon avis, ça risque d'être compliqué. Maintenant, on a parlé d'une option par rapport à 2023, donc il va bien falloir surveiller au niveau des dates, même si c'est lui qui a l'initiative de l'activer. Piastri, je suis très très enquiquiné. Au mieux, pour moi, il reste pilote de réserve. Il a un prêt. Si Ricciardo reste, si Brawn se rend compte que c'est vraiment très compliqué de le faire sauter, dans ces cas-là, le pré-contrat peut peut-être valoir pour 2024. Mais dans ces cas-là, ça fait une année encore en tant que pilote de réserve. Ça commence à faire un peu beaucoup. Et en dernier, tu me disais Alex Palou. Pour moi, Palou, si en effet il est lié, va falloir voir au niveau des contrats ce que ça dit. Mais s'il a signé chez McLaren alors qu'il était encore engagé chez Ganassi, ça va être à la justice américaine de trancher, quoi. Donc ça là-dessus, c'est un peu compliqué de se prononcer. Si il avait vent de sa prolongation chez Ganassi, mais qu'il a quand même signé chez McLaren, il est dans son tort et il faudra qu'il court chez Ganassi. Par contre, pareil, au niveau ambiance, pas top, quoi. Je pense que si c'est le cas, ça va être affreux, hein. Je pense que chez Ganassi en 2023. Et l'ambiance chez Barre, on se rappelle de l'ambiance chez Barre en 2003-2004 avec Button qui voulait se barrer chez Williams, Absolument. et où personne ne l'a laissé faire, et surtout pas David Richards. C'était très compliqué. Tiens, d'ailleurs, quand tu parles de ça, Zafnauer en a parlé parce qu'apparemment il était dans l'écurie à ce moment-là. Ah ouais? Et oui. Et alors oui. Dès qu'il y a des contrats frauduleux, il est là. Voilà. L'ambiance. Même le sien est frauduleux. Oui, on parle quand même. Ouais, on parle d'un gars quand même qui est parti d'Aston Martin un petit peu du jour au lendemain quand même. Ouais, parce que c'était le bordel là-bas. Et en disant qu'il allait nulle part. Ça. Voilà. Oui, et aussi. Et ça s'est passé en un mois tout ça. D'ailleurs, je pense qu'il a dû donner le filon à Alonso, parce que Alonso, pareil, au moment de faire son annonce, il avait dit à Alpine un gros mensonge, comme quoi il était dans je sais plus quelle région du monde, où il était injoignable, etc. Il était sur un bateau en Grèce, alors qu'il alors qu'en fait il était chez lui à Oviedo. Il était à Oviedo. Extraordinaire, ça c'est. Thomas, où ira Ricciardo, où ira Piastri, où ira Palou? Alors pour moi, Ricciardo sera chez McLaren en F1 l'année prochaine, et Palou et Piastri auront une destinée assez similaire dans le sens où ils resteront là où ils étaient annoncés. Donc Palou restera chez Ganassi, Piastri restera ira chez Alpine, peut-être que pour une saison, peut-être dans une ambiance pas terrible, mais je pense que sur le plan sportif aujourd'hui c'est ce qui se prête le mieux à leurs ambitions, et potentiellement que pour un an avant de voir et de se rebattre pour 2024, mais aujourd'hui je vois pas de changement là-dedans. Et toi, quelle est ta prédiction? Moi je vois Piastri chez McLaren. Ah ouais. Donc procès par Ganassi et procès par Ricciardo. Moi je voyais la solution bisounours où personne ne faisait de procès. Ah ouais, mais tout le monde se disait non mais c'est bon. De toute façon, par ta solution, Palou est lésé et donc il y a procès de Ganassi.
Donc il y a un Non, procès. mais du coup, si Palou reste chez Ganassi, il n'y a pas de. Ah, d'accord, il va même pas chez Ah McLaren. non, il va chez Ganassi. Il Ah, reste chez d'accord, Ganassi. ok, j'avais pas compris. Oui, oui, la non, solution, zéro Palou. procès. Ah oui, Mauvaise Palou. ambiance, zéro procès. Ouais, Ça, c'est la exactement. meilleure. Palou C'est ça. chez Ganassi et Piastri chez Alpine. Ah non. Et comme ça, tout le monde il est gentil, tout le monde il est beau. Et je pense Ah que, non. à mon avis, t'as pas envie de te retrouver en procès avec Ricardo, t'as pas envie de te retrouver en procès avec Alpine, t'as pas envie de te retrouver en procès avec Chip Ganassi. Même si tu t'appelles Zach Brown et que t'en as un peu rien à foutre. Pour moi, Oui, du coup, j'ai pas précisé, mais oui, effectivement, si Piastri va chez McLaren, il y a en plus procès d'Alpine. Donc il y a triple procès, Ouais. mais moi, c'est la version que je vois, c'est grand, Certains aiment mettre grandiose le Père feu. Zach Brown. Certains aiment mettre le feu. ça- Après, Ils vont- on en a ils vont déjà être contents. parlé, Ils vont être contents les avocats de chez McLaren. C'est ça, hein, plus t'as de voitures, plus t'as de procès. Mais après, on en a déjà parlé, mais par contre, si Zach Brown nous sort d'ici un mois un procès hypercar, là, on retire tous nos chapeaux, tout le monde va rentrer à la maison, tout est nickel. Certains seront pas contents, mais ils seront dans le giron McLaren. Mais ça m'étonnerait quand même, tout ça. On En a tout cas, oublié- messieurs, je vous remercie pour cette je- très longue émission qui était très importante et où on a pris le temps d'expliquer chaque cas, mais parce que c'est un imbroglio sans nom. Et je crois sincèrement qu'on n'a pas vu ça depuis très longtemps, voire je suis même pas sûr qu'on ait vu ça un jour. Avec Une autant de situation comme ça. pilotes et autant de catégories impliquées, etc. Et tout centralisé sur la même équipe, non, c'est clairement Ouais. inédit. Clairement inédit. Et avec des cas comme des rookies de F1 qui veulent pas courir, des cas avec Mais des pilotes qui signent pour 2 écuries différentes, mais avec des entités pour pouvoir changer les contrats. Enfin, c'est fou. Je me permets juste un ajout. On parlait des gagnants. Je pense que Netflix, avec Drive to Survive, Ah, voilà. avec une silly season Ah, comme ça, voilà. C'est eux les gagnants. Ah, là, à les mon avis, gagnants, là, à mon avis, c'est ils bon. sont dans les Entre gagnants. Ferrari et Alpine, McLaren, etc. Alors là, ils vont faire une saison record. Il va y avoir 72 épisodes, dont 71 sur Ferrari et 1 sur McLaren. Je vous l'annonce tout de suite. Hein. Ah, ça va être grandiose. En fin de compte, Alexandro Agaï, il est très content d'avoir McLaren en Formule 2 parce que lui aussi voulait ses dramas et là il va pouvoir les avoir. Donc finalement tout le monde est content, tout le monde va pouvoir avoir ce qu'il veut. Pas de jaloux. Bon, en tout cas, messieurs, je vous remercie pour cette émission. C'était long, mais c'était nécessaire. Et puis on se dit à la prochaine pour une prochaine émission de Mutant One. Salut. À bientôt. En espérant Salut, qu'il y à la ait prochaine. qu'il soit une vraie Merci et bonnes vacances. Salut. Salut.